Affaire détournement des deniers publics au préjudice de la Gécamine, d'un montant de 10 millions de dollars américains, mettant en cause Albert Yuma et Diocrétias Mutombo. L'entreprise Simco, filiale de la Gécamine, dément des allégations de l'IGF à la base d'une instruction à la Cour des comptes. Et pour l'international, après le séisme du début septembre 2023, le gouvernement marocain veut relancer le secteur agricole touché par cette catastrophe. Il a alloué 1 milliard de dollars américains pour ce faire. C'est la grande édition du journal sur Géopolis Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Spéculation malsaine autour de 10 millions de dollars américains supposés disparus des comptes de la société immobilière du Congo, Simco, filiale de la Générale des Carrières et des Mines, Gécamine en sigle, dans une mise au point ce jeudi 26 octobre. L'apparat public dément toutes les allégations de l'Inspection Générale des Finances, IGF, sur le prétendu détournement de deniers publics. Des amples informations avec Dieudonné Boinali. Un certain nombre de documents ont récemment circulé dans les réseaux sociaux attribués à l'Inspection Générale des Finances, alléguant que des actes de détournement auraient pu être commis par Gécamine en 2022 relatifs à des virements réalisés par Simco au profit des mandataires et agents de Gécamine entre octobre et décembre 2022. Gécamine dément ces allégations et tient à apporter les précisions suivantes. Au premier trimestre 2022, Gécamine a rejeté les propositions de Glencore en matière d'affectation des dividendes dans le cadre de son partenariat Kamoto Copper Company en raison de leur caractère insuffisant au regard des résultats de l'année et des modalités de la gestion passée. Le conseil d'administration de la Gécamine a désigné en avril 2022 une commission ad hoc chargée de discuter avec KCC et Glencore des comptes et de la gouvernance. Après la phase des travaux préparatoires, la commission, accompagnée de ses conseillers internationaux, a organisé une série de rencontres tenues entre mai et juillet 2022 avec Glencore pour contester et réviser les propositions et modalités d'affectation des résultats et revoir la gouvernance du partenariat. Ces discussions ont notamment abouti à un paiement de dividendes de 211 millions de dollars américains en faveur de Gécamine au titre de l'exercice 2021, constituant le premier versement de dividendes jamais effectué par KCC en 20 années d'existence et plus important, dividendes jamais perçus par Gécamine dans un de ses partenariats. C'est au regard du résultat exceptionnel et inédit obtenu qu'une gratification avait été autorisée par le conseil d'administration de Gécamine et payée entre octobre et décembre 2022 aux membres de la commission ad hoc et aux agents ayant concouru à la réalisation de cet heureux dénouement. Le conseil d'administration actuel de Gécamine ne peut donc que regretter de voir ainsi jeter en pâture l'entreprise auprès de l'opinion publique pour des opérations parfaitement documentées au sein de ces organes sociaux réalisés en toute transparence en 2022 via des virements bancaires aisément retraçables et retracés, mais malheureusement présentés une année plus tard comme des possibles détournements. Gécamine prend bonne note des observations de l'IGF sur l'absence de réponse des organes saisis de Gécamine et tient à la disposition de l'IGF toutes les informations nécessaires. C'est pourquoi Gécamine se réservera le droit de demander réparation de tout dommage causé par des fausses allégations et l'indemnisation des préjudices matériels, moraux, financiers et réputationnels découlant des déclarations contraires aux faits. Fin de citation. On va rester dans le domaine économique. La RDC prend part au Forum Global Gateway 2023 de l'Union européenne qui se tient à Bruxelles les 25 et les 26 octobre. Parmi les questions importantes qui font l'objet de la discussion, il y a les transitions écologiques, énergétiques et numériques. Lors de sa prise de parole, le Premier ministre Sama Lukonde, qui est à la tête de la délégation congolaise, a égrené les avancées enregistrées dans les processus de la création de la chaîne de valeur autour de la batterie et véhicules électriques ici en RDC, dont le pays regorge l'essentiel des matières premières. À ce jour, au niveau de la RDC, je peux vous affirmer que nous avons entamé la mise en œuvre de ce projet par des actions concrètes que je me permets de vous citer ici. Premièrement, la signature en avril 2022 d'un accord de coopération à Lusaka
entre RDC et la Zambie en vue de développer une zone économique spéciale transfrontalière devront abriter des usines de production des précurseurs de batteries de véhicules électriques. La création du Centre africain d'excellence pour la recherche et l'innovation sur les batteries. 3. La création depuis février 2023 du Conseil congolais de la batterie. 4. L'accord cadre en mars 2023 relatif à la création des zones économiques spéciales à la production des précurseurs des batteries et véhicules électriques entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Et enfin 5. La mise à disposition de nouveaux espaces pour abriter la future zone économique spéciale. Et c'est dans ce contexte que la République démocratique du Congo reconnaît à sa juste valeur l'intérêt que l'Union européenne plutôt accorde à la question du partenariat sur l'échelle en 2027. Face à cet engagement, je ne doute pas que l'initiative de la RDC bénéficiera de l'implication directe de l'Union européenne qui n'hésitera pas à mobiliser ses capitaines d'industrie. À côté de cela, nous voulons encourager la coopération sud-sud, au-delà de celle que nous avons aujourd'hui avec la République sœur de Zambie. On va maintenant changer de chapitre. Le gouvernement a réuni à 80% les conditions pour la tenue des élections le 20 décembre prochain. C'est le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, qui l'a affirmé devant une délégation de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Cette organisation s'apprête à déployer les observateurs pour les scrutins à venir. Elle a été reçue ce jeudi par Peter Kazadi, conduite par le ministre de l'intégration régionale, Antipachi Mboussa Nyamouissi. Je vous propose de suivre Mangaral Banté, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité. Il est le chef de la délégation de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Essentiellement, il s'est agi des élections, parce que vous savez que la RDC est dans un processus électoral qui va conduire à l'organisation des élections qui se tiendront le 20 décembre 2023. Et la CEAC étant une organisation régionale à laquelle appartient la République démocratique du Congo, nous sommes venus ici au nom de cette organisation pour recueillir des informations, pour préparer de manière très satisfaisante le déploiement des observateurs de la CEAC en République démocratique du Congo. La CEAC n'est pas étrangère sur ce plan parce que plusieurs fois, chaque fois qu'il y a des élections en RDC, la CEAC est toujours aux côtés. Nous sommes déjà venus ici au mois de mars. Nous avons fait une mission préélectorale au mois de mars pour préparer le terrain à cette observation et à cet appui que nous entendons apporter au gouvernement de la République démocratique du Congo. Il nous a rassuré que tout le dispositif est fin prêt pour la tenue des élections à date. Les préparatifs sont déjà très au point. Un résultat satisfaisant est enregistré. 80% de la préparation est déjà acquise. On va rester dans le processus électoral. Début du traitement des contentieux de candidature à l'élection présidentielle, la Cour constitutionnelle entamera l'examen des 12 recours lors d'une audience publique prévue pour le vendredi 27 octobre 2023 à 11h. Parmi les requêtes figurent celle de Seth Kikouni visant à contester la candidature de Félix Tshisekedi. Moïse Katumbi fait quant à lui l'objet de 2 requêtes. L'une a été déposée par un individu nommé Junior Tivwadi et l'autre par le candidat président de la République Noël Tchani. Et les 8 autres requêtes ciblent la CENI.
Le gouvernement congolais promet une réponse immédiate au cas où les attaques des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda touchaient la ville de Goma. Ce sont les vice-premiers ministres en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula, et de la défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, ainsi que le ministre de la communication et médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui l'ont dit aux ambassadeurs occidentaux, européens et américains au cours d'une réunion tenue ce mercredi. Suivez. Cette réunion avait pour but fondamental de présenter les preuves d'une nouvelle incursion de l'armée rwandaise dans la partie est de la RDC le week-end dernier avec des cartes et des images des drones à l'appui. S'adressant aux ambassadeurs européens et américains, le VPM Christophe Lutundula a appelé ses officiels à une vérification des allégations de la RDC car les images émanent de la MONUSCO. Selon lui, tout a une limite. Il a rappelé son discours au Conseil de sécurité le 28 septembre, appelant la communauté internationale d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Poursuivant son propos, Christophe Lutundula a dit aux ambassadeurs qu'au nom du président de la République et au nom du peuple congolais, si jamais, même par hasard, une balle tombait sur Goma, la RDC va réagir dans les heures qui suivent. Il faut dire que le cessez-le-feu a été rompu entre les forces loyalistes et le rebelle du M23 appuyé par le Rwanda depuis un certain temps. Ceci malgré les appels de la communauté internationale de revenir aux accords de cessez-le-feu et à la cessation des hostilités convenues dans le cadre du processus politique de Luanda et de Nairobi. Des hostilités reprises qui ont conduit même à la mort d'un soldat kenyan faisant partie de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Mesdames et messieurs, on va prendre maintenant le dossier du jour. Conçu pour améliorer la qualité des produits agricoles et les faire accroître rapidement, mais son utilisation abusive peut créer des ennuis à la santé. Les engrais chimiques sont-ils des poisons lents pour l'organisme? Tentative des réponses dans ce dossier concocté par Patience Lokeke. Conçu pour améliorer la qualité des produits agricoles et les faire accroître rapidement, mais son utilisation abusive peut créer des ennuis à la santé. Les engrais chimiques, puisque c'est de ça qu'il s'agit, sont utilisés même par des mamans maraîchères. Approchées par la rédaction, ces derniers nous relatent ici comment elles s'en servent. Je mets les sels de champ puis les vitamines une fois que le légume commence à accroître. Puis j'arrose au moins pendant une semaine. C'est nocif à la santé quand tu vends le légume le même jour que tu as jeté les engrais chimiques. On cultive la terre, on met des feuilles dessus. Deux fois, on fait recours aux excréments de porc, soit on utilise les engrais chimiques. Avant de vendre mes histoires, j'arrose pendant 3 semaines pour éliminer les gaz des engrais. La plupart des cultivateurs utilisent des engrais chimiques sans en connaître la bonne utilisation. L'ingénieur agronome revient ici sur les méthodes d'utilisation. C'est le délai de rémanence qu'ils n'ont pas respecté. Qu'est-ce que j'appelle délai de rémanence? Le délai de rémanence, c'est la durée recommandée dans les notices que le produit doit faire dans la plante avant de les consommer. Si ce délai-là n'est pas respecté, si cette durée-là n'est pas respectée, c'est-à-dire que au lieu de récolter le produit utile, vous avez récolté ce produit-là et quand vous l'avez consommé, c'est comme ça que vous apprenez que les gens sont morts parce que le délai de rémanence n'a pas été respecté. C'est-à-dire que si ce délai-là vous parle d'une semaine, dans cette semaine-là, ne récoltez pas ce produit-là. Le temps que le produit se dilie très bien dans la plante. Mais maintenant, lorsque vous êtes pressé à aller récolter un tel produit, c'est-à-dire que vous-même, vous avez accepté. C'est-à-dire que ne peut utiliser les engrais chimiques que celui qui a la conscience. Si on arrose fréquemment, s'il y a de pluie et que le produit est dans la plante, je pense qu'un tel produit va très bien, n'est-ce pas, s'infiltrer, s'introduire dans la plante. Tout excès nuit, dit-on. Selon le docteur Gypsy Issei, les conséquences de l'utilisation de ces produits chimiques sont énormes et exposent les consommateurs. Nous avons entre autres des allergies, des irritations cutanées, les démangeaisons, voire même l'infertilité. Ça peut causer aussi l'asthme ainsi que certains cancers.
Donc vous comprenez que ce sont des produits très dangereux, il faut l'utiliser avec beaucoup de respect des normes. Donc un message interpellatif à tous les utilisateurs et consommateurs à bien veiller sur l'utilisation des engrais chimiques. Voilà, je vous rappelle que c'était le dossier de la rédaction signé Patience Lokeke. On va passer en sport. Les Léopards seniors, messieurs, vont recevoir les Mourabitounes de la Mauritanie le 15 novembre prochain au stade des Martyrs sur le coup de 17h, heure de Kinshasa. Annonce faite par la Fédération internationale du football association, FIFA en sigle. Cette rencontre compte pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Blessed Kouzola. Le stade de Martyrs est autorisé par la Fédération internationale de football association d'accueillir le prochain match de Léopard. Ces matchs, selon le programme publié ce mercredi par la FIFA, est prévu le 15 novembre prochain à 17h, heure de Kinshasa. Il va opposer les Léopards de la RDC aux Mourabitounes de la Mauritanie. Ces duels comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 sera officié par un quatuor libyen avec comme commissaire au match l'équato-guinéen Ondo Abekou Pedro. Mohamed El Mabrouk sera aussi fait de la rencontre RDC Mauritanie. Il sera assisté par Faraj Mohamed et Mounji Alayat. Mohamed Aga est repris dans le programme comme quatrième arbitre. Par ailleurs, le stade des Martyrs de Kinshasa est officiellement blacklisté par les hautes instances de football, notamment la CAF, faute de réunir toutes les conditions nécessaires pour abriter les rencontres internationales. En dépit de cette mesure, il avait bénéficié d'une dérogation l'ayant permis de recevoir début septembre les duels entre la RDC et le Soudan, comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Mesdames et messieurs, maintenant on va faire place à la page internationale. Le Nigeria, pays africain producteur de cacao, a reçu une subvention de 22 millions de dollars américains du département de l'agriculture des États-Unis. Les interventions se concentreront dans un premier temps sur la promotion de pratiques agricoles intelligentes au climat afin d'améliorer la productivité agricole. Dans la deuxième phase, les activités du projet se concentreront sur l'amélioration de la traçabilité au sein de l'industrie. Suivez. Le Nigeria, l'un des principaux acteurs de l'industrie mondiale du cacao, a récemment bénéficié d'un investissement majeur de 22 millions de dollars de la part du département américain de l'agriculture USDA. Cette somme substantielle a été octroyée au pays dans le cadre du programme intitulé Traceability and Resilience in Agriculture and Cacao Ecosystem TRES, qui vise à renforcer et à développer la filière cacao nigériane. En tant que quatrième producteur de cacao en Afrique, le Nigeria joue un rôle crucial dans l'approvisionnement mondial en cette matière première essentielle pour l'industrie du chocolat. Cependant, le pays a été confronté à plusieurs défis ces dernières années, notamment des problèmes liés à la qualité, à la productivité et à la durabilité de sa filière cacao. C'est une très bonne opportunité pour le Nigeria qui dispose quand même d'un secteur agricole assez consistant, très dynamique. Ce financement viendra effectivement en tant qu'outil de résilience pour booster cette filière cacao où on retrouve effectivement beaucoup de paysannerie. Et je crois que ça permettra aussi de mettre le pays un peu en équilibre par rapport au pétrole. Le programme TRES vise à remédier à ces problèmes en apportant un soutien direct aux agriculteurs nigérians. Les fonds alloués seront utilisés pour moderniser les infrastructures agricoles, accroître les capacités de transformation du cacao, renforcer les pratiques agricoles durables et améliorer l'accès aux marchés internationaux pour les producteurs nigérians.
Je crois que c'est une bonne initiative que de porter aussi la croissance de ce pays et par un secteur primaire fort qui peut générer ensuite un secteur secondaire de transformation agroalimentaire qui peut engranger beaucoup d'emplois. Selon l'ISDA, le projet 13 vise à former plus de 51 000 petits exploitants agricoles aux techniques améliorées de production agricole. En outre, il vise à aider 114 organisations agricoles à améliorer leurs performances commerciales et à faciliter l'accès au marché pour plus de 68 400 agriculteurs à long terme. Et puis, je l'ai dit en titre, au Maroc, le séisme survenu au début du mois de septembre dernier a occasionné de nombreuses pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels. L'agriculture, qui est le pilier de l'économie, fait partie des secteurs d'activité les plus touchés par la catastrophe. Pour relancer ce secteur dans les régions touchées, l'exécutif du royaume chérifien alloue $1 milliard américains. Ce nouveau programme sera mis en œuvre sur une période de 5 ans et se décline en 2 phases. Jojo Moulamba. Le gouvernement marocain a consacré une enveloppe de 10,3 milliards de dirhams, soit $1 milliard américains pour son plan de relance du secteur agricole dans les zones touchées par les séismes survenus dans la nuit du 8 septembre dernier. Ce nouveau programme sera mis en œuvre sur une période de 5 ans et se décline en 2 phases. D'après le ministère marocain de l'Agriculture, une première phase d'urgence dotée d'un budget de $64 millions américains sera lancée d'ici la fin du mois d'octobre avec pour objectif de réparer le dégât causé par le tremblement de terre et de permettre aux agriculteurs de reprendre leurs activités agricoles. La deuxième phase vise à renforcer le développement de ces régions à travers de nouveaux projets destinés à mettre en œuvre le plan régional de la stratégie régionale Génération, de la stratégie nationale Génération Green 2020-2030. L'objectif est de moderniser le système de production, de créer des opportunités d'emploi et d'améliorer le revenu des agriculteurs, souligne le ministère de l'Agriculture. Pour la réalisation de ces objectifs, une série de plans sera menée dans l'agriculture, l'élevage et la foresterie. Les interventions porteront principalement sur la construction et la réhabilitation d'infrastructures agricoles, notamment des circuits agricoles ruraux, des canaux d'irrigation, des retenues d'eau, des unités de valorisation agricole de marché, des abattoirs ou encore des étables. Il est aussi prévu la mise en œuvre de 40 projets d'aide agricole dans les filières de production animale et l'indemnisation des pertes de bovins, de capins et de bovins subies par les éleveurs. Sur le plan forestier, les interventions seront axées entre autres sur la prévention des eaux et des sols ainsi que la réhabilitation de bassins versants et des forêts. Voilà, c'est avec cette information que nous mettons un terme à ce journal sur Géopolis Télévision. Mais avant de nous quitter complètement, je vous rappelle les différents titres. Affaire détournement des deniers publics au préjudice de la GECAMIN d'un montant de $10 millions américains, mettant en cause Albert Yumaïde ou Gracias Mutombo. L'entreprise Simico, filiale de la GECAMIN, dément des allégations de l'IGF à la base d'une instruction à la Cour des comptes. Et puis à l'international, après le séisme du début septembre 2023, le gouvernement marocain veut relancer le secteur agricole touché par cette catastrophe. Il a alloué $1 milliard américains pour ce faire. Voilà, nous sommes arrivés à la fin totale de ce journal. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision. Tout juste après moi, vous allez suivre l'émission Chemin Critique qui vous sera présentée par William Albert Kalingay. Au revoir.